Merci. Bonjour à tous, et puis tout d'abord merci de cette invitation. Et merci aussi pour cette présentation qui, je ne sais pas si je me reconnais complètement dans la présentation de l'ouvrage, mais peu importe, j'ai envie de dire, après, les livres appartiennent à ceux qui les lisent dans une certaine mesure et qui en font usage. Je commencerai par faire une remarque qui est peut-être, qui fera écho, je crois, à ce qui vient d'être dit à certains égards, et qui me permettra de démarrer moi. Moi, je travaille sur l'état d'exception depuis assez longtemps maintenant, et en un certain sens, je pourrais dire sans exagérer que l'histoire, j'ai été un petit peu rattrapée par l'histoire, au sens où quand j'ai commencé à travailler sur l'état d'exception, l'état d'exception était un terme qui n'était pas très connu. Parfois, il fallait... je faisais un cours, par exemple, à Sciences Po sur l'état d'exception. Il fallait que j'explique ce que voulait dire le terme, parce que les étudiants ne comprenaient pas à quoi ça faisait référence. Et en gros, si je regarde maintenant, j'ai plus jamais besoin d'expliquer quand je parle d'état d'exception. Quand je dis je travaille sur l'état d'exception, tout le monde comprend à quoi ça fait référence. Alors, à mon sens, ça envoie un signe qui est quand même dont je partirai. Et le signe, il est très simple, c'est qu'on est quand même, on pourrait dire sans craindre de se tromper énormément, qu'on est quand même, dans une certaine mesure, petit à petit entré dans l'époque de l'état d'exception. Et je ferai référence de ce point de vue-là à une phrase que j'aime beaucoup de Pierre Nora, l'historien Pierre Nora, qui est pas tout autre chose. Il parlait de la question du devoir de mémoire qui avait beaucoup animé des débats entre les historiens, des juristes. Enfin voilà, c'est un terme qui déplaisait à beaucoup de juristes. Et Pierre Nora disait, c'est cette remarque, il disait quand même, on peut pas ne pas s'empêcher on peut au minimum ne pas constater que le terme de devoir de mémoire a tellement bien pris qu'il doit bien frapper quelque part la conscience collective de notre époque. Il dit bien quelque chose de ce qui est en train de se passer. Et de ce point de vue-là, on peut partir de j'aurais envie de partir du fait que si Giorgio Agamben est, à mon avis, absolument indépassable, quels que soient les reproches qu'on pourra lui faire, je vais y revenir, parce qu'il s'est fait beaucoup attaquer par des juristes, par des sociologues, et j'expliquerai pourquoi. C'est que, en tout état de cause, lorsque Giorgio Agamben fait son premier livre où il pose le concept d'état d'exception, on est en 1997, et j'ai envie de dire, alors là pour le coup c'est presque prophétique, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de poser le terme et d'en faire un paradigme pour analyser des formes de gouvernement, des transformations dans les pratiques gouvernementales, alors qu'il n'est pas en train de le poser comme un terme descriptif. Et je pense que si on veut lire Agamben et en faire quelque chose d'intéressant, c'est commencer par voir qu'il n'en fait pas un terme descriptif, parce que si c'était un terme descriptif, ça ne fonctionnerait pas. Et je vais essayer d'y revenir. Donc, première chose, je crois que quand même, je partirais de cette idée que l'état d'exception, quand même, nous parle en tant que concept, mais en tant que concept, je le dis tout de suite, extrêmement flou, extrêmement problématique, qui ne désigne pas grand-chose de très précis, qui peut être un concept d'un point de vue théorique extrêmement intéressant parce qu'il permet de penser beaucoup de choses, mais quand il s'agit de désigner des choses précises, tout le monde, j'ai envie de dire, ce n'est que des discussions, ce n'est que pour générer des discussions. Et de ce point de vue-là, c'est quand même de ce paradoxe que je pense qu'il est absolument indispensable de partir, c'est-à-dire du fait que l'état d'exception, en un certain sens, on parle beaucoup. En même temps, il n'est pas toujours très très clair de quoi on parle. Et non pas pour invalider l'usage du concept d'état d'exception, ce n'est pas du tout mon intention, mais plutôt pour dire que l'état d'exception, c'est peut-être d'abord un problème avant d'être un terme qui viendrait désigner quelque chose de précis. Alors, si je voulais essayer de décrire, parce que décrire, c'est de commencer par la description pour ensuite avancer dans la réflexion, et décrire, ça permet quand même de mettre des choses solides sous les pieds, si je puis dire. Je commencerai par dire que parler d'état d'exception, d'abord, ça pourrait sembler viser des choses qui sont très concrètes,
et qui pourrait sembler relativement précise d'un point de vue juridique, mais très vite, je vais montrer que c'est un peu compliqué. Alors, on pourrait dire, parler d'état d'exception, c'est parler de législation d'exception. Et la loi sur l'état d'urgence, c'est une législation d'exception. Le USA Patriot Act, qui a été promulgué après le 11 septembre, c'est une législation d'exception. Ce sont des législations qui ont une forme spécifique, elles sont produites d'une manière spécifique, et elles ont un contenu spécifique qui les distingue des autres lois. Pour plein de raisons, je ne vais pas du tout développer ce point, parce qu'en plus, il sera traité par j'ai envie de dire un vrai juriste, donc demain, sur la question de l'état d'urgence, mais j'ai besoin quand même de prendre quelques éléments. Elles se distinguent d'autres lois dans leur contenu ou leur forme, parce qu'elles portent atteinte à la séparation des pouvoirs, parce qu'elles portent atteinte à des droits fondamentaux au nom de l'urgence d'une situation. Parler d'état d'exception, ça peut être aussi parfois, enfin c'est d'ailleurs toujours, mais ça peut être aussi parfois exclusivement, parler de pratiques concrètes, par exemple en matière de renseignement, ou en matière de pratiques policières. Encore une fois, c'est un autre exemple, qui peuvent s'effectuer en application de ces lois. Ces lois, ces pratiques peuvent être très problématiques du point de vue des libertés individuelles, du point de vue de la séparation des pouvoirs et de la démocratie, pour aller vite. Ça peut affecter des droits fondamentaux, l'égalité des citoyens devant la loi, qui est une vraie question qui doit être, à mon avis, traitée à part, ou encore cette chose très importante qui est le maintien d'un débat public en ce qui concerne des prises de décision étatiques. Notamment parce que l'accélération dans les prises de décision permet justement de les contourner. Il est donc juste que l'application ou la création de telles législations produisent de la défiance, des efforts de contrôle, par tout un tas de biais qui peuvent se faire par des acteurs du droit, par énormément de processus. Je laisse ici. Je vais néanmoins souligner, vous allez croire que je vous contredis, mais j'avancerai ensuite, je vais néanmoins souligner d'emblée que l'état d'urgence, le USA Patriot Act, pour prendre ces deux exemples, sont des législations. C'est-à-dire qu'on est encore dans le cadre de l'application du droit et dans le cadre de l'état de droit. Et c'est bien ce dont le gouvernement Valls, par exemple, s'est revendiqué pour défendre non seulement l'application de l'état d'urgence, mais aussi sa possible constitutionnalisation, qui a échoué, vous le savez, avec l'idée, plus ou moins explicitée d'ailleurs, il faudrait y revenir, que l'état d'urgence, finalement, en situation exceptionnelle, si je pouvais le dire vite, c'est toujours mieux que rien. Et l'idée implicite là-dedans, c'est de dire que plutôt que d'y risquer des vrais excès de pouvoir, mieux vaut fixer un cadre légal et mieux vaut le clarifier, avec l'idée quand même aussi toujours en arrière-fond que de toute façon, dans une situation exceptionnelle, ces excès, ils seront faits si on ne les encadre pas. Et vous verrez que ce débat, on le trouve par exemple on le trouve déjà quelques années avant aux États-Unis sur un autre plan, j'y reviendrai, et en fait, il a toujours été présent. Donc, législation d'exception, c'est bien du droit, et on est dans le cadre de l'état de droit. Ça, c'est une première définition, c'est ce que pourrait désigner l'état d'exception d'une manière concrète. C'est une première fait concret, on va dire, qui pourrait être désigné par la notion d'état d'exception. Ce point étant relevé, j'ajoute d'emblée tout de suite un aspect supplémentaire dans le regard qu'on porte sur l'application de ces législations d'exception. C'est-à-dire que, oui, on est dans le cadre de l'état de droit, encore faudrait-il définir l'état de droit, mais on est dans un cadre légal, en tout cas, mais avec une chose qui doit venir tout de suite, d'emblée, porter un regard sur cette application, c'est celui du temps. Pourquoi le temps ? Eh bien, cette question temporelle, elle se joue à énormément de niveaux. Le premier niveau, il est finalement assez simple, mais je vais le déployer ensuite. C'est que, évidemment, la question qui a été beaucoup reposée, mais dont je vais juste partir maintenant, c'est la question de la durée de l'application des législations. L'état d'urgence, appliqué après les attentats du 13 novembre 2015, a été, vous le savez, reconduit depuis. Plus spectaculaire encore, et je pense qu'il faut vraiment y penser pour aborder la question de la signification de l'état d'exception aujourd'hui, puisque c'est ça qu'on essaye de penser. Le USA Patriot Act
a été voté par le Congrès en 2001. Il a été voté d'abord pour 4 ans, et puis reconduit. Maintenant, ça fait 16 ans, avec des modifications. Dans un article qui est maintenant assez connu, le politiste Bernard Manin critiquait le fait qu'on puisse continuer à exploiter le paradigme de l'état d'exception lorsqu'il est question de répondre à la question terroriste. Et pour une raison très simple, le terrorisme ne relève pas, le terrorisme contemporain ne relève pas de l'exception. En fait, les gouvernements jouent plus ou moins, je ne sais pas si c'est d'ailleurs tout à fait conscient, mais jouent plus ou moins sur une confusion dans la signification qui affecte le mot exception. Si l'exception, c'est l'urgence, il est absolument évident que la lutte antiterroriste n'est pas une exception. Elle va durer. On n'est pas sur le terrain de l'urgence, et appliquer des pouvoirs exceptionnels dans le cadre légaux, dans le cadre de la lutte antiterroriste, c'est évidemment appliquer une législation qui va être amenée à durer et qui va évidemment poser une question fondamentale qui est celle de la transformation légale dans l'équilibre des pouvoirs, de la transformation légale de la nature des régimes dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire de l'état de droit. Donc je suis en train de faire un raisonnement circulaire. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'espèce d'ambiguïté autour de la question de l'exception ? C'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'exception, très souvent dans le langage courant, lorsque les gouvernements parlent de situation d'exception, ils font plutôt référence à l'idée que c'est le terrorisme qui est une exception. Et qui est une exception parce que ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que le terrorisme ne relève ni du crime ordinaire, ni de la guerre. On est sur un terrain qui, parce qu'il y a exception, alors il faudrait application de pouvoirs exceptionnels. Et là, il y a un flottement conceptuel. C'est-à-dire que les pouvoirs exceptionnels étaient prévus pour une situation courte. Mais lorsqu'on parle d'exception, on fait un glissement terminologique, et c'est plutôt le caractère exceptionnel de l'ennemi qui viendrait à ce moment-là justifier des moyens exceptionnels. Quoi qu'il en soit de cette espèce, à mon avis, ambiguïté qui d'ailleurs qui permet de justifier cette application des pouvoirs, je dirais que cette confusion, qui est très, très dommageable, a pour effet, évidemment, tout à fait décisif, de faire que les pouvoirs dits exceptionnels, parce que devant être transitoires, sont amenés à, pouvoir se justifier sur une durée assez longue, avec le risque évident de conduire à la transformation, je l'ai dit, progressive des régimes, c'est-à-dire qu'à la fois, on utilise l'état d'urgence pour rester dans l'état de droit, et en même temps, l'état d'urgence, parce qu'il se maintient sur une durée longue, transforme l'état de droit. Donc on est dans l'état de droit, mais on ne parle plus du même état de droit. Il y a quelque chose qui vient se transformer, sans dire qu'il y a transformation. Et ceci me conduit à ma seconde remarque sur le rapport entre l'application des pouvoirs exceptionnels et le temps. Cette seconde remarque, elle provient du fait que le propre du droit, c'est de fixer dans un cadre légal une interdiction, une obligation sous une forme qui est justement celle de la loi, et on pourrait dire, pour aller un peu vite, celle du commandement. Tu dois faire, tu ne dois pas faire, etc., sous peine de. Et cette forme même, elle ne laisse jamais, elle ne laisse plus apparaître, parce que c'est sa forme, les débats auxquels elle a pu donner lieu. Et ça a l'air marginal, mais en fait c'est fondamental, parce que ça fait du droit quelque chose qui est... il y a eu un article assez beau, d'ailleurs, qui était plus ou moins hostile à Agamben, mais qui était assez beau sur cette question, sur le caractère extrêmement conservateur du droit. Mais le propre du droit, c'est que c'est quand même quelque chose qui recouvre tout ce qu'il a produit. Et en particulier tout ce qui a permis sa production, mais tout ce qui a aussi parfois freiné ou ce qui a entouré sa production. Je prends un exemple pour essayer d'éclaircir. Lorsque la loi sur l'état d'urgence est soumise au Parlement, pour la première fois, on est en 1955, vous l'avez dit, on est dans un contexte qui est celui de ce qu'on appellera après la guerre d'Algérie.
elle est soumise au Parlement à la demande du gouvernement Edgar Faure dans un contexte qui est marqué par l'accélération, le terme était exact, le terme était soumis à l'Assemblée, l'accélération des activités nationalistes algériennes, c'est-à-dire un contexte de multiplication des attentats terroristes sur le territoire algérien. Je précise d'emblée que là, pour le coup, on a des données assez précises qui ont été examinées dans les archives par une historienne qui est Sylvie Thénault. Le terme d'attentat, à l'époque, il recouvre aussi bien, dans les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, les sabotages des voies de communication, la destruction des biens et des bétails, qui est dominant dans la question terroriste, que les actes contre les personnes. Le gouvernement Edgar Faure demande au Parlement de voter la loi sur l'état d'urgence. Elle donne lieu à de très très virulents débats. Il faut relire les débats, ils sont magnifiques. Ça donne une idée de ce que pouvait être la qualité d'un débat parlementaire. Et à l'époque, et à ce moment-là, un certain nombre de députés, d'ailleurs, il est intéressant de voir que là-dessus, contrairement à ce qu'on pouvait penser, les parlementaires qui vont s'allier contre cette loi qui va passer, bien sûr, ne sont pas ceux qu'on attend. Mais en tout cas, un des députés communistes, à l'époque, Pierre Fayet, affirme ainsi, contre les assignations à résidence, qui l'horrifie, il dit, je cite, « Sous le régime de Vichy, les arrêtés pris pour interner les personnes dans un camp de concentration ne parlaient également que de résidence. Et c'est de résidence encore que l'on parle pour permettre les assignations à résidence. » À la suite de ces débats, on va inscrire dans la loi de 1955 qu'en aucun cas l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps. Donc c'est parce qu'il y a eu un débat avec des parlementaires qui disent c'est pas possible, l'assignation à résidence c'est pas possible. On a vécu, tout un tas d'anciens résistants ont dit la même chose sur les perquisitions de nuit. C'est-à-dire les perquisitions de nuit, on les a vécues, on les refera pas vivre dans l'État français. Et tout ça va faire que cette loi va intégrer tout un tas, j'ai envie de dire, de précisions. Il ne pourra pas y avoir des camps, il faudra tel et tel type de contrôle, mais néanmoins, la loi passe. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que, évidemment, une fois que la loi existe, j'ai envie de dire, la loi, c'est la loi. C'est-à-dire que tous ces débats immenses qui ont eu lieu au moment de la promulgation de la loi, en fait, on les oublie. La loi devient de la loi et elle porte avec elle sa teneur de légitimité. Sa teneur de légitimité qui fait que, quand on l'applique, on peut dire on est dans le cadre de l'état de droit. C'est légal. Et en ce sens-là, je crois qu'il faut penser le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre du recouvrement dans le processus légal qui est de la nature même du droit. Je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas s'il faut s'en horrifier, mais je pense que le travail il faut déterrer en quelque sorte les lois pour bien voir quelle est à chaque fois leur teneur politique et la restituer. C'est-à-dire qu'une loi, elle tend en quelque sorte à chaque fois, elle tend avec le temps à se neutraliser. Voilà. Et ça, c'est toujours très intéressant. Deuxième remarque sur cette question du rapport avec le temps. Qu'est-ce qui est occulté encore ? Évidemment, c'est l'origine de la loi. Le contexte, sauf pour ceux qui travaillent dessus. Le contexte, le fait qu'elle ait été produite dans le cadre de la guerre d'Algérie, implique une charge politique, une charge symbolique qui est évidemment extrêmement lourde. Et lorsque la loi a été appliquée en 2005 dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant les émeutes de banlieue, quelqu'un comme Sylvie Thénault, encore une fois, qui est une historienne de la guerre d'Algérie, avait fait un très très bel article, qui est en ligne, donc vous pouvez aller voir, un très bel article en disant quand même, il est pour le moins extrêmement maladroit d'aller prendre la loi sur l'état d'urgence qui a été appliquée dans un contexte de guerre d'Algérie pour écraser, si je puis dire, des émeutes en banlieue. Là, la charge symbolique, elle ne peut pas être perçue par, comme avoir un certain type de résonance politique dont Sylvie Thénault se demande même si elle n'est pas faite exprès. Alors, pourquoi est-ce que je fais encore une fois ces deux détours ? Eh bien, pour dire que la question de la possible transformation de nos régimes, évoquée plus haut, elle doit prendre en compte non seulement
la question de la reconduction des législations d'exception. Je crois que ça a été beaucoup dit. Elle doit prendre en compte aussi la question de l'accumulation des lois. L'accumulation des lois et le fait que l'on oublie pour chacune des lois qui s'accumulent son origine, le fait qu'elle a été débattue et le fait qu'elle n'est pas neutre. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas simplement de se demander si on applique ou pas l'état d'urgence et s'il faut le reconduire, mais dans le fond, voilà, quelle est la charge qui vient avec cette loi qui est recouverte par le fait que simplement on dit c'est l'article tant ou c'est de la Constitution, ou c'est l'article tant, ou c'est la loi, en l'occurrence, c'est pas un article constitutionnel, ou c'est la loi numéro tant. Et à ça s'ajoute le fait que depuis 2001, et en fait depuis bien avant, la loi sur l'état d'urgence doit être liée avec toute une strate de législation ordinaire, de lois ordinaires, notamment de lois antiterroristes, qui ne sont pas du tout des lois qu'on pourrait qualifier d'exception d'un point de vue technique. C'est des lois ordinaires qui s'accumulent et qui, pour chacune d'entre elles, j'ai envie de dire parfois, portent atteinte à certaines libertés. Et la question de l'accumulation doit être prise comme une question très importante dans la transformation d'un régime dans le temps. Et j'ajouterais, pour clore cette première question, qui est pour l'instant assez simple, qu'il faut ajouter à ça la question de l'habitude. Et je crois qu'elle est, mais alors fondamentale, elle n'est pas du tout marginale. C'est-à-dire qu'on s'habitue à voir nos droits fondamentaux diminuer, de la même manière qu'on s'habitue à voir les sacs fouillés, on s'habitue à tout un tas de voilà, j'ai envie de dire, le grand modèle de ces habitudes, c'est tout ce qui peut se passer dans un aéroport ou tout ce qui peut se passer dans une gare en termes du fait qu'on s'habitue à tout un tas de pratiques qui fait qu'au bout d'un moment, on ne se pose presque plus la question. Ça, c'était le premier volet, et on pourrait dire j'ai parlé d'état d'exception dans une certaine mesure. Et pourtant, ça ne s'arrête pas du tout là. Parler d'état d'exception, ce n'est pas simplement viser l'application de législation d'exception, c'est parler aussi, parfois, de mesures et de pratiques illégales que l'exécutif pourrait prétendre justifier au nom du caractère extrême de la situation. Et là, je ne suis pas du tout en train de faire simplement de la théorie. Je prends un exemple tout à fait concret, c'est énorme, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Ce serait, par exemple, la création de Guantanamo et la question qui l'accompagne de l'usage de la torture pour la recherche de renseignements dans le cadre de la lutte antiterroriste. Je ne vais pas traiter cette question qui est très complexe, elle m'intéresse particulièrement par ailleurs, mais je ne la traiterai pas aujourd'hui pour une raison aussi très simple, c'est qu'on ne se situe pas simplement dans le champ du droit interne, on est dans une question qui relève du droit aussi international et ça pose de nouvelles questions. Je fais juste une remarque ici, c'est que des juristes proches de Bush, de l'administration Bush, ont voulu tenter de justifier, non pas politiquement, mais sur un plan juridique, et c'est ça qui m'intéresse, le fait que le président des États-Unis puisse être amené dans des situations d'extrême urgence à passer outre le droit constitutionnel existant. Et je ferai une deuxième remarque, que ça a même conduit à voir se débattre au Congrès la question de savoir s'il vaut mieux légaliser l'usage de la torture, ce qu'on appelle d'ailleurs pas la torture, mais on appelle l'interrogatoire coercitif mais attention, il y a une question juridique, vous allez voir. On l'appelle interrogatoire coercitif dans l'idée précisément que c'est ce qui rendrait possible de le distinguer de la véritable torture. Je vais vous expliquer ce que c'est que la véritable torture. Et avec l'idée que, de toute façon, il y en aura besoin dans le cadre de la recherche du renseignement. Et donc, le mieux, c'est de donner un cadre légal qui permettrait bien de dire, on est dans le contexte, il y a le grand moment d'agitation, c'est Abu Ghraib, avec l'idée que mieux vaut l'encadrer que laisser faire, puisque de toute façon, il y en aura. Et donc, il y a tout un débat, en gros autour de la torture blanche, qu'on appelle la torture blanche, où il faudrait, est-ce qu'on pourrait encadrer légalement la possibilité de permettre l'usage de la torture blanche, en gros,
simulacre de noyade, utilisation de la lumière, utilisation du son, le fait d'empêcher de dormir, des choses comme ça, hein, mais qui serait distinguée de la vraie torture, c'est-à-dire celle qui, en gros, je vais vite, mais laisse des traces physiques, corporelles. Le Congrès va rejeter, hein, voilà, c'est très simple, ça ne passera pas, mais on voit apparaître quand même une chose centrale lorsqu'on travaille sur l'état d'exception. C'est cette idée qui est évidemment, et maintenant j'arrive au cœur du propos, celle que vous avez introduite tout à l'heure, l'idée que dans le fond, parler d'état d'exception, et c'est pour ça que je crois qu'il faut fondamentalement conserver le terme, c'est se situer sur une frontière, c'est se situer dans un lieu où la question entre le légal et l'illégal, et entre droit et nécessité politique ou efficacité concrète est en jeu. Et elle se discute. Et elle se discute de manière, je dirais, extrêmement complexe. Et si j'ai commencé par prendre des exemples concrets, c'est bien pour dire que, dans le fond, j'y reviendrai, mais des juristes de l'administration Bush, par exemple, veulent défendre l'idée que vraiment, juridiquement, pas politiquement, c'est pas de la raison d'État qu'on ferait de manière secrète, un peu à la James Bond, mais vraiment l'idée que, juridiquement, on doit pouvoir soutenir la légalité d'actes et ensuite empêcher, si vous voulez, qu'un exécutif puisse être ensuite puni, hein, jugé pour avoir effectué les actes qu'il a effectués. Donc voilà, il y a quand même la question de la frontière entre le légal et l'illégal. Quand on parle d'état d'exception, elle est fondamentalement en jeu, et ce n'est pas qu'un débat purement théorique. Alors, l'idée qu'un état d'exception puisse avoir une autre définition que celle fixée par le droit, elle n'est pas du tout évidente, et je dirais que, dans le fond, c'est tellement contraire au principe de l'état de droit, qui exige que toutes les actions de l'exécutif soient soumises à la légalité, que bien évidemment, je dirais, peut-être pas tous les juristes, mais la majorité des juristes refusent soit carrément le concept d'état d'exception, ils disent ça n'a aucune utilité. Il y a des termes juridiques précis, l'état d'urgence c'est précis, l'état de siège c'est précis. Nous on ne veut pas du terme d'état d'exception parce qu'il introduit un flou, et soit c'est qualifié par le droit et c'est légal, ça va, soit c'est pas qualifié par le droit et juste ça s'appelle de la violation du droit. Il n'y a pas besoin d'un terme spécifique pour ça. Donc je dirais d'un point de vue juridique, pour des juristes, j'ai envie de dire, qui se situent dans le cadre de l'état de l'état de droit libéral, le terme, il fait évidemment problème. Néanmoins, j'ai bien insisté sur le fait que, il y a quand même tout un tas de juristes qui sont qui pensent que non, d'un point de vue juridique, on peut introduire cette question-là. Et en outre, je dirais que l'ensemble des grands débats théoriques qui ont eu lieu autour qui ont tourné autour de la question de l'état d'exception, elle s'est portée sur cette question. Est-ce que l'état d'exception, dans un état d'exception, est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur du droit? Et là, j'arrive évidemment à la grande réflexion de Giorgio Agamben. Finalement, un véritable état d'exception, j'ai envie de dire, pour le dire un peu brutalement, est-ce que l'état d'urgence, c'est un véritable état d'exception? Dans son livre très célèbre, donc État d'exception, Giorgio Agamben avait fait de cette question, est-ce qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur du droit, le nerf de toutes les réflexions théoriques sur l'état d'exception. Et il en a proposé une lecture à la fois très radicale et très stimulante. Il dit la chose suivante, mais je vais essayer de lui donner un sens, et ça va retourner sur des choses que vous avez dites tout à l'heure. L'état d'exception n'est, dit Agamben, ni dans le droit, ni à l'extérieur du droit. Il est la création artificielle, au sens où elle est bien créée par des moyens qui peuvent relever du droit. Hein. Il est la création, cet état d'exception, d'une zone d'indistinction entre droit et non-droit. Pour tenter d'expliquer ce que Agamben veut dire par cette zone d'indistinction, qui est quand même très énigmatique dans son livre, et qui a donné lieu à énormément, mais vraiment énormément de débats, et à mon avis aussi pas mal de malentendus, je vais tenter d'exposer d'où part Agamben pour poser cette question de zone d'indistinction. Qu'est-ce que c'est qu'une zone d'indistinction?
Et je vais essayer de montrer pourquoi, chez Agamben, cette zone d'indistinction, elle est, selon lui, nécessaire dans l'État constitutionnel. Et en particulier, dans l'État constitutionnel occidental, et en particulier dans l'État de droit libéral. Pour Agamben, les débats qui ont eu lieu autour de l'état d'exception, notamment entre certains juristes dans l'entre-deux-guerres, et je vais dire 2 mots de ce contexte, mais je finis d'abord, ces débats montrent l'enjeu de l'état d'exception. Je fais juste remarquer une chose, c'est que les débats entre les juristes autour de l'état d'exception dans l'entre-deux-guerres, ils sont dans un contexte quand même extrêmement houleux. C'est le cas particulièrement en Allemagne, et contexte de, je vais très très vite, mais contexte dans lequel il y a une très forte instabilité politique, situation de quasi-guerre civile au moment où la République s'installe, après la chute de l'Empire, avec, j'ai envie de dire, je vais très vite là, mais une extrême droite très forte, une extrême gauche très forte, un État qui tient sur des pieds tout petits et très faibles, simplement parce qu'en gros, il y a une grosse partie de la bureaucratie qui n'en veut pas de la République. L'armée, elle n'en veut pas de la République. Une partie des juristes n'en veulent pas de la République. Et donc, je dirais que c'est quand même une République qui est parlementaire, qui est très, très fragile, en tout cas, au moins dans ses premières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la question de l'usage des pouvoirs de crise, ça devient une question très sensible, puisque c'est aussi une question pour le gouvernement de pouvoir avoir un moyen de gouverner lorsque le Parlement ne le permet pas. Donc, on est dans une situation qui est très, très, très sensible. Et je me permets je ne suis pas du tout en train de faire un rapprochement en termes de période, mais je dirais juste que le fait d'utiliser des pouvoirs qui sont des pouvoirs sur habilitation parlementaire qui permettent d'agir sur des questions, par exemple, économiques, par décret ou par ordonnance, c'est quand même quelque chose qui est pas rien du tout, de ce point de vue-là. Alors, que disent ces débats autour des pouvoirs de crise dans ce contexte-là que Agamben va vraiment relire, retravailler dans son ouvrage? Eh bien, il remarque que dans le fond, pour les principaux juristes, et notamment pour un des grands juristes sur lequel Agamben s'appuie, et j'en dirai 3 mots parce qu'il est redoutable, c'est Carl Schmitt, qui est un juriste allemand qui en 1933 est devenu l'un des juristes officiels du Troisième Reich. Donc c'est vraiment un juriste que, pour aller vite, on pourrait qualifier de nazi, même si le personnage est très compliqué. Carl Schmitt théorise l'état d'exception et il dit, voilà, qu'est-ce que montre l'état d'exception? Qu'est-ce que montre une situation d'exception? Eh bien, ça montre que le droit, qui prétend tout prévoir, ne peut pas, dans certaines situations, ne peut pas prévoir certaines situations, et surtout, le droit ne peut pas, dans une situation, par exemple, de quasi-guerre civile, n'a plus les moyens de s'appliquer tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire très simplement que pour que le droit puisse s'appliquer mécaniquement, de manière, je dirais, ordinaire, et là on vient sur la question de l'extraordinaire, eh bien, il faut que la population, globalement, soit déjà prête à y obéir. C'est-à-dire que si la majorité de la population ou une énorme partie de la population n'obéit plus au droit, eh bien, les moyens de la violence légale ne suffisent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la conclusion de Carl Schmitt, qui vise un État autoritaire, hein, il est dans cette optique-là, il dit c'est très simple. Ça veut dire que l'État de droit, il prétend rester dans la légalité, mais il ne peut le faire que tant que la majorité de la population est prête à obéir. Et le jour où vous avez une très grosse partie de la population qui désobéit, eh bien cet État libéral, soit il va périr, soit il sera obligé de sortir de la légalité, c'est-à-dire d'utiliser la violence illégale. Donc le débat vient se situer là. C'est-à-dire que les auteurs libéraux, les juristes libéraux vont dire pas du tout. En situation exceptionnelle, s'il y a contestation, s'il y a d'énormes manifestations, par exemple, énormes, qui menacent de paralyser tout le pays, on peut rester dans le cadre de l'état de droit. Et la réponse de Schmitt est dit, vous ne pourrez pas le faire.
Vous ne pourrez pas le faire, et c'est bien la preuve que, dans le fond, les États libéraux continuent à occulter le fait qu'ils sont appuyés sur une forme de violence illégale, une forme de violence qui n'est pas celle de la violence légale prévue par le droit, et qui, dans le fond, dans une situation d'exception, va être réutilisée, sauf à périr. L'objectif de Carl Schmitt est très clair. Il s'agit de dire, dans le fond, l'état de droit ne peut pas se passer de cette violence illégale. Et donc, il y a toujours le maintien dans tout état d'une forme de souveraineté, j'ai envie de dire absolue, violente, qui, lorsque besoin est, s'impose pour imposer l'ordre et rétablir le droit. On est dans un discours, je dirais, de type autoritaire, assez classique de ce point de vue-là, sur cette question-là. De l'autre côté de l'échiquier politique, exactement à l'autre bout, Agamben prend appui sur ce qui aurait été, mais je pense qu'il a raison, une sorte de réponse et un dialogue qui se serait engagé avec Walter Benjamin, qui est pour aller vite encore, personnage très complexe, mais qui est un philosophe juif dont la pensée se situe exactement à l'autre bout de l'échiquier politique et qu'on pourrait dire, dans le fond, au moment où il va répondre à Schmitt, écrire et répondre à Schmitt, Walter Benjamin se situe dans une mouvance plutôt anarchiste, dans une tradition intellectuelle plutôt anarchiste. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, en prenant appui sur Walter Benjamin, Agamben va dire, finalement, peut-être que Carl Schmitt a bien raison, mais il faut le retourner contre lui. C'est-à-dire, si Carl Schmitt montre quelque chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'un État se voit confronté à une véritable insurrection, lorsque le droit de l'État se voit contesté, eh bien, il ne pourra plus rétablir l'ordre par des moyens ordinaires. Et donc, l'État libéral qui prétend rester dans le cadre de la légalité va sortir de cette légalité, utiliser des moyens extraordinaires et donc utiliser la violence, ce qui montre, conclusion de type, j'ai envie de dire, plutôt anarchisant, ce qui montre que le droit est fondé et maintenu par la violence. Et que c'est cette articulation entre droit et violence qu'il faut attaquer, et non pas simplement les excès de pouvoir, comme s'ils n'étaient que des excès, pour aller au bout du raisonnement. En clair, l'état d'exception pour Benjamin, mais pour Agamben aussi après lui, l'état d'exception montre le fondement violent du droit. Pour Agamben, l'état d'exception, c'est cette situation qui révèle que l'État occidental est un ordre juridico-politique qui encadre rigoureusement la violence dans le droit, c'est certainement vrai, qui l'interdit pour tout autre que l'État, c'est-à-dire qui, dans le fond, c'est la fameuse violence, le monopole de la violence légitime, qui l'interdit pour tout autre que l'État, qui ne permet pour l'État qu'un usage de la violence légale, mais qui, quand son ordre sera intrinsèquement menacé, recourra à de la violence illégale si besoin est, pour la simple raison que le droit présuppose en fait une adhésion sociale qu'il n'est pas à même de reproduire. Et là, c'est là-dessus que moi je vais petit à petit arriver, c'est-à-dire la question de qu'est-ce qui fait qu'un droit peut ne pas être à même de reproduire ou de produire une adhésion sociale à ses propres normes. De telle sorte, pour aller au bout du raisonnement de Agamben, qui est assez qui suit Benjamin là-dessus, c'est que lorsque ce droit se verra en lui-même contesté, eh bien, soit il disparaît, soit l'État recourra donc aux moyens volants pour imposer l'obéissance et pour pouvoir ensuite s'appliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça permet de comprendre d'abord ce que Agamben entend par zone d'indistinction entre droit et violence. Une zone d'indistinction entre droit et violence, je dirais, eh bien, ce n'est pas une zone dans laquelle il n'y a plus du tout de droit d'un coup. C'est beaucoup plus subtil que ça, et je vais le travailler maintenant pas mal. C'est une zone dans laquelle on ne sait pas si on est dans le droit ou si on n'est pas dans le droit. C'est une zone dans laquelle les citoyens n'en sont plus vraiment en mesure de savoir si les mesures qui sont prises sont légales ou non, si les pratiques sont légales ou non.
et avec des incidences, en fait, je dirais peut-être d'un point de vue juridique, plus complexes que si on savait clairement si on était dans l'illégalité. D'un point de vue juridique, n'importe quel juriste pourrait contredire ce raisonnement. Et je l'ai dit, beaucoup de juristes ont critiqué le livre d'Agamben en disant que ça ne correspond pas à ce qui se passe. Je prends un exemple. Si une mesure est prise par l'exécutif en application de l'état d'urgence, mettons des assignations à résidence. Mettons encore que ces assignations à résidence, mon exemple il est très plausible, se prolongent. Au bout d'un moment, on va se demander, ok, est-ce que c'est bien légal? Est-ce qu'on peut bien maintenir un individu en assignation à résidence pendant 1 an, par exemple? Est-ce que c'est légal ou non? On pourrait dire, je suis exactement dans le cadre de la question, dans l'indistinction que pose Agamben. Est-ce qu'il y a le droit ou est-ce qu'il n'y a pas le droit, finalement? Je dirais, n'importe quel juriste vous dirait, c'est le droit qui tranche. Il y aura, par exemple, il y aura une plainte, et puis un procès, et puis finalement, le procès va trancher, est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal? Ça fera jurisprudence pour le reste. Donc, on n'a pas une situation qui est une situation d'indistinction. De telle sorte, on pourrait dire que, et la réponse est correcte, à un certain point de vue, à mon avis, elle n'est pas suffisante, mais on pourrait dire que l'une des grandes luttes qui se mènent à l'intérieur du droit, que mènent les juristes, un certain nombre d'équipes de juristes en ce moment, que mènent les associations, c'est quand même le fait de ne pas permettre le flou. C'est-à-dire en gros, de soutenir des procès, de porter des plaintes pour empêcher que le flou demeure, puisque le flou est toujours favorable à ceux qui s'en servent, si je puis dire. Et du coup, certains auteurs ont critiqué Agamben en lui disant en gros, vous n'avez pas suffisamment tenu compte des résistances qui ont lieu dans la société civile, ou même des juristes. Et je dirais aussi, parce qu'avec ce paradoxe qui est extrêmement intéressant, que même sans être forcément hostile à l'état d'urgence, on pourrait dire que en tant que, je dirais, juriste, et par un esprit de corps de métier, si je peux dire tout bêtement, les juristes peuvent avoir intérêt à protéger la légalité. Ce qui veut dire en somme que le droit n'est pas figé et qu'il est en fait un champ de bataille où les résistances contre l'application des pouvoirs de crise affectent les pouvoirs de crise, leur interprétation, leur application, et donc le fait que finalement, ce dont j'ai parlé comme élément d'indistinction, peut-être, il ne dure jamais qu'un temps, jusqu'à ce que le procès vienne trancher. En fait, ce n'est pas suffisant. Je crois qu'à un niveau systématique, Agamben pose quand même une question extrêmement forte si on accepte de tenir compte des difficultés d'interprétation que pose l'ensemble des pratiques et des mesures dites exceptionnelles. Et là, ce n'est pas du tout une question marginale. La question, c'est très simplement que quiconque n'est pas juriste, et je dirais même les juristes, puisque tant que le procès n'a pas eu lieu, on ne sait pas si on est dans la légalité ou non, pour énormément de choses, eh bien, dans le fond, la notion d'indistinction qui avait été posée par Agamben, je crois qu'elle est complètement valable. Et l'endroit où c'est particulièrement visible, je crois, c'est en matière de surveillance d'Internet, par exemple. En matière de surveillance du net, j'ai envie de dire, je défie quiconque dans la salle de savoir, de pouvoir trancher, si vous voulez, sur où est-ce qu'on a le droit de surveiller, de surveiller un ordinateur ou pas. C'est quand même une zone de flou absolument incroyable. Et de ce point de vue-là, je crois quand même que la notion de zone d'indistinction, c'est une notion qui est assez intéressante, parce qu'elle pose aussi la question de la technicité du droit. Et ça va reposer autrement la question de l'écart entre le droit et la société, ou l'écart entre le droit et le fait, que vise la notion quand même d'état d'exception. Alors, je vais lier cette réflexion tout de suite avec celle qui concerne le statut des ordonnances. Alors là, c'est un abus total d'un point de vue d'un juriste. C'est-à-dire, on pourrait dire, oui, mais ça ne relève pas du tout de législation d'exception. En même temps, je crois qu'il est quand même assez difficile d'isoler le fait que nous soyons dans une époque qui voit à la fois l'extension des pouvoirs exceptionnels, à la fois tout un discours autour du fait qu'il faut utiliser
des législations d'habilitation, c'est les mêmes qu'on pouvait utiliser à une époque pour les pouvoirs exceptionnels, hein, des habilitations qui font que le pouvoir législatif peut déléguer à l'exécutif le pouvoir de faire de la loi, quand même, entre guillemets, sur ordonnance, ou le fait que l'exécutif puisse vouloir utiliser, par exemple, le 49.3 pour aller plus vite. Tout ça ne peut pas être mis dans le même sac de l'état d'exception, et en même temps, tout ça relève de ce que vise Agamben lorsqu'il parle de zone d'indistinction, dans lequel il dit finalement, on ne sait pas si c'est légal ou pas, on ne sait pas si c'est de la loi ou pas, on ne sait pas si on fait des ordonnances, si ça aura exactement une valeur de loi ou s'il faudra ou si ça a un autre statut, etc. Bref, il y a quelque chose qui là-dedans pose un problème en matière d'exercice du pouvoir. Est-ce qu'il faut appeler ça état d'exception? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argument de l'urgence, l'argument de l'exception, l'argument de la crise, puisque le mot a été donné, est un argument qui vient encadrer cette transformation, ou cette transformation dans l'exercice du pouvoir. Et il faudrait ajouter à cette question, celle à laquelle je vais arriver petit à petit, ajouter à cette question le fait que tous ces mécanismes conduisent non pas du tout à une sorte d'exercice du pouvoir déchaîné dans lequel il n'y aurait pas de normes, mais à une montée en puissance très claire d'un pouvoir administratif. Je vais y revenir. La définition de l'état d'exception comme anomie, c'est un terme qui vient de Agamben, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'idée que l'état d'exception, c'est quelque chose qui serait sans nomos, et le sans nomos a été largement compris comme sans loi, comme si tout d'un coup on suspend le droit, il n'y a plus aucun droit. Mais lorsque Agamben parle de anomie, et il parle de suspension du droit, hein, c'est tout à fait correct, c'est dans son ouvrage, il n'y a pas tant l'idée qu'il n'y aurait plus aucune norme. Et Agamben fait explicitement référence à beaucoup d'endroits à la question du fait qu'il y a des normes administratives qui viennent prendre la place de la loi. Mais c'est plutôt donc l'idée que est-ce que en situation d'exception, on ne crée pas, ou je vais le dire autrement, est-ce que le concept d'état d'exception n'est pas un concept qui permet d'interroger, qui permet de questionner l'exercice du pouvoir, les transformations du droit dans nos états de droit, à partir de l'idée qu'il est possible de créer des formes, des formes d'indistinction qui créent du côté des citoyens une incertitude dans le fait de savoir est-ce que c'est du droit ou est-ce que c'est pas du droit. Voilà. Et cette incertitude, elle produit un effet évident, c'est qu'elle gèle l'action et elle paralyse un certain type de résistance politique. Et je dirais que c'est même très factuel. C'est-à-dire que, dans le fond, pour pouvoir intervenir, je dis n'importe quoi, si on veut pouvoir intervenir dans une... peu importe, je prends un exemple, opération de police qui intervient sur une zone sous une forme qui nous paraît absolument inadmissible ou insupportable, tout d'un coup ça paralyse et on se dit est-ce qu'il y a le droit ou est-ce qu'il n'y a pas le droit? Donc l'incertitude, c'est quand même quelque chose qui a des effets politiques extrêmement importants et il me semble que quand même c'est cette indistinction, incertitude que vise Agamben. Du coup, qu'est-ce que ça esquisse? Ça esquisse l'idée que dans les États libéraux contemporains, il conviendrait non pas tant de penser l'état d'exception comme une sorte de suspension du droit qui fait que tout d'un coup, on lève la loi et, pardonnez-moi le geste, mais vram, ça permet un déchaînement de l'action policière, de la violence policière, de l'action militaire, armée, etc. D'accord ? On pourrait interpréter, c'est dans beaucoup de textes, l'état d'exception comme une sorte de je suspends et violence illimitée. Je crois que ça manque, on frappe un coup dans l'eau. C'est-à-dire qu'à se situer à ce niveau de l'argumentation, on ne peut que avoir des réactions de dire mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe.
Et de ce point de vue-là, Agamben s'est fait attaquer en disant mais il n'y a pas cette espèce de violence sans aucune norme, il n'y a pas ce déchaînement qui pourrait être visé par l'anomie, etc. Bon, moi, je pense que ce n'est pas ce que dit Agamben, hein, je l'ai bien dit. Mais il me semble que du coup, ce qu'il faut penser, et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, hein, ce que vous avez dit dans votre introduction, il faut penser ensemble la montée des discours autour de l'exceptionnalité. Le fait que ces discours de l'exceptionnalité peuvent bien, peut-être, mais sous réserve de savoir de quoi on parle, émettre un certain discours de la souveraineté de l'État. Mais encore une fois, encore faut-il savoir de quoi on parle, mais qu'il faut le penser en même temps, ensemble, avec la montée en puissance de formes de gestion administrative et technique de la question sécuritaire. C'est-à-dire que c'est pas cette espèce de déchaînement de violence sans forme. S'il y a de l'arbitraire, c'est dans un cadre qui est celui de la montée en puissance d'une gestion très technique, très administrative par exemple, des questions de sécurité. Et ceci permet alors de revenir sur une autre idée aussi introduite par Agamben, qui a aussi produit beaucoup de réactions, qui est l'idée que l'état d'exception serait devenu la norme ou une véritable forme de gouvernement. Ici encore, si on ne veut pas tomber dans des dénonciations qui me semblent trop grossières pour fonctionner, c'est l'idée que si l'état d'exception est devenu la norme, ce n'est pas en tant que, j'ai envie de dire suspension, mais au sens radical de tout droit. Ça n'a pas de sens. Ou général, quoi. Ce n'est pas un exercice absolu du pouvoir de l'État. C'est vraiment cette articulation qui est complexe entre... c'est cette articulation complexe entre quelque chose qui relève d'un discours effectivement de la souveraineté de l'État et quelque chose qui relève d'une gestion très administrative du pouvoir. Agamben, lorsqu'il a développé cette idée d'état d'exception comme forme de gouvernement, devenue la norme, a invité à penser à l'idée que cette forme de gouvernement était particulièrement dangereuse à partir du moment où elle créait une séparation, une sorte de vide, une sorte de gouffre entre le droit et le fait. Et c'est là que je vais essayer de conclure maintenant. Et cette séparation entre droit et fait, elle lui permettait de penser une sorte de construction d'un individu qu'il avait essayé de viser avec le concept de vie nue, un individu qui serait mis dans une sorte de face-à-face extrêmement dangereux avec un pouvoir qu'il est très difficile de pouvoir de limiter, si je puis dire, dans son exercice du pouvoir. Ce face-à-face, il se laisse penser, encore une fois chez Agamben, dans l'idée que tout ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette montée en puissance d'un pouvoir administratif, c'est-à-dire cette création d'une zone d'intersection, etc., entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, eh bien, elle crée un type d'individu qui peut être séparé de tous ses attributs juridiques et politiques. C'est-à-dire que lorsque on parle de face-à-face entre le pouvoir souverain et la vie nue, c'est pas dire que nous serions des vies nues, je sais pas comment dire, au sens biologique du terme. C'est dire que il y a quelque chose de très dangereux dans le fait de pouvoir construire juridiquement et politiquement un sujet qui puisse être privé de ses attributs juridiques et politiques. Dans les deux cas, c'est-à-dire dans l'idée que l'état d'exception, c'est quelque chose qui crée une séparation, une zone dangereuse, un flou dangereux, une zone d'indistinction dangereuse par la séparation entre le droit et le fait. Dans l'idée qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, une séparation, voilà, encore une fois, une séparation, une division du sujet entre une sorte de sujet qui pourrait être un sujet non politique, si vous voulez, et un sujet avec ses attributs juridiques. On pourrait bien séparer les deux.
dans l'idée que l'état d'exception, c'est ça, c'est ce qui sépare, en quelque sorte. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez insaisissable autour du concept de vie nue. En tout cas, je ne suivrai pas, je ne continuerai pas là-dessus, parce que quand même se recrée l'idée à un moment que ce qui guette nos États libéraux, c'est le possible exercice d'un pouvoir illimité de la violence d'État qui s'abattrait sur des populations démunies, et je ne crois pas que ce soit le cas. En fait, si on pense ensemble le discours de l'état d'exception, et ce fait extrêmement frappant que concrètement, les mesures exceptionnelles donnent surtout lieu à une excroissance des pouvoirs administratifs, alors c'est l'idée même de suspension du droit qui doit être réévaluée. Et cette idée de suspension du droit, elle doit être, je pense, fondamentalement liée avec l'ensemble des pratiques du pouvoir telles qu'elles s'exercent maintenant, c'est-à-dire, j'y reviens, avec la question de la possibilité de légiférer par ordonnance ou de l'usage du 49.3, encore une fois. Si on conserve l'idée que l'état d'exception produit et révèle un écart entre droit et fait, ou une sorte de vide, et le mot vide ne me convient pas du tout, j'irais plutôt dans le sens d'une interrogation sur le fait de savoir s'il ne produit et révèle pas plutôt une sorte de déchirure, entre d'un côté le champ social, les demandes sociales d'un côté, et l'exercice du pouvoir dans le cadre de ce qu'on qualifie d'état de droit de l'autre. Et lorsque cet exercice du pouvoir prend toujours plus le raccourci de l'urgence, de la crise, pour passer outre la forme de la loi, pour contourner le débat public, pour court-circuiter certaines grandes décisions politiques ou économiques par le discours de la nécessité, ou encore pour transformer des questions très sensibles en questions purement techniques, par exemple en questions administratives. Cette déchirure, elle ne doit pas alors être pensée du tout comme un no man's land vide de droit. La question, c'est il y a du droit, mais lequel ? Sous quelle forme ? Comment il s'exerce ? Après quel débat ? Et s'il faut penser alors cette déchirure elle-même, et non pas comment elle se révèle, si vous voulez, elle pourrait s'émettre sous la forme d'une hypothèse que je ne vais pas du tout développer, que je ferai juste que poser comme une hypothèse. Pour le coup, c'est ce que je développe beaucoup plus dans mon livre. La déchirure qui se manifeste dans l'usage des décrets, des ordonnances plutôt que des lois, dans le recours au droit administratif, etc., eh bien, c'est peut-être un écart, effectivement, entre droit et fait, mais qui n'est pas un écart ontologique, c'est-à-dire que ce n'est pas le droit en lui-même qui serait séparé de l'ordre social et qui aurait toujours, à un moment ou à un autre, besoin de la violence pour se réaliser ou s'imposer. C'est peut-être plutôt un écart historiquement construit. Qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien que dans nos états de droit, la manière dont la technicisation du droit, la technicisation et la bureaucratisation dans l'exercice du pouvoir, la technicisation du politique, la technicisation, bien sûr, de l'économie, la technicisation de la décision politique, en fait, ont créé une sorte de déchirure, effectivement, entre ce qu'on pourrait appeler des différents domaines du social. Entre ce qui pourrait relever d'un domaine politique qui se veut de plus en plus technique, de plus en plus ordonné autour d'un discours qui est celui de l'efficacité, de plus en plus aussi nécessairement, inévitablement, je dirais, dans la main d'un certain nombre de professionnels de la technique, ça ne veut pas forcément dire professionnels de la politique, et qui, dans le fond, se retrouvent ce mouvement de technicisation aussi bien dans le champ de l'économie que dans le champ du droit lui-même. Et ce mouvement, je dirais mécaniquement, crée une désemprise du social sur de l'espace social sur son propre avenir politique et sur la possibilité de décider d'un avenir commun. Dans ce cadre-là, l'exercice des pouvoirs exceptionnels, je crois qu'il vient signifier deux choses contradictoires à la fois. Et je maintiendrai fermement les deux choses.
il vient signifier d'un côté, il vient mettre en scène un certain discours de l'autorité de l'État. Et je crois que ce discours de l'autorité de l'État, on y a très clairement assisté au moment de l'application de l'état d'urgence, où quand même, après un moment où je dirais d'évidente on est dans une époque quand même où globalement l'État vient continuellement réaffirmer publiquement son impuissance dans un certain nombre de questions, notamment un certain nombre de questions économiques, où en gros un certain nombre de questions économiques sont posées comme des questions techniques. Qui sont liées à un certain nombre d'objectifs, de nécessités objectives sur lesquelles il n'y a pas énormément de prise. Et je crois que face à cette technicisation de l'économie, de la politique, du droit dont je viens de parler, eh bien, l'état d'urgence permet quand même de réaffirmer la puissance du politique dans un domaine très restreint, qui est celui du champ de la sécurité. Et je crois que ça, c'est à un certain niveau très utile, mais je ne crois pas que ça suffise pour expliquer cette grande rhétorique autour de l'état d'exception. D'un autre côté, en effet, l'état d'exception, c'est aussi l'expansion du pouvoir d'une gestion toujours plus administrative. Non pas simplement de la sécurité, mais de beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ça. Il s'agit d'une gestion toujours plus administrative de tout un tas de questions qui peuvent aller depuis des questions économiques jusqu'aux questions écologiques ou aux questions, je dirais... je vais m'en tenir ici, mais questions écologiques et questions économiques où l'on voit s'appliquer les pouvoirs de crise, dans les deux cas. Je tiens à dire que, par exemple, après la crise de 2008 aux États-Unis, on a utilisé les pouvoirs de crise. Du coup, je crois que, dans une certaine mesure, l'état d'exception vient, en quelque sorte, signifier qu'il y a une sorte de balancement, mais que ce balancement qui est d'un côté une sorte de risque entre une réaffirmation extrêmement autoritaire de l'État, qui est un discours de l'état d'exception, mais de l'autre côté, il y a aussi une autre forme de l'état d'exception qui est paradoxalement une forme de gestion toujours plus administrative de tout un tas de questions qui ne sont pas seulement les questions de sécurité. Et c'est dans ce balancement qu'il faut penser, à mon avis, qui apparaît contradictoire, mais qui n'est pas nécessairement, c'est dans ce balancement qu'il faut penser la complexité contemporaine de cette grande machine autour de ce qu'en discours, mais tout un tas de réalités très complexes, autour de l'état d'exception. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Je voulais juste savoir si vous pouviez définir un peu plus précisément ce que vous entendez par gestion administrative. Oui. Alors, votre question, elle est énorme, donc évidemment, par gestion administrative, ce que j'entends par gestion administrative. Votre question est évidemment énorme, et d'ailleurs, je ne prétendrai pas du tout y répondre de manière systématique. Il s'agit simplement, en fait, il faudrait y répondre à deux niveaux. Une gestion administrative, c'est le fait que, alors là, tout simplement, par exemple, par le biais de pouvoir... Là, c'est même d'un point de vue légal, la réponse, elle est très simple. D'un point de vue légal, on peut, par le biais d'une loi, autoriser un exécutif à agir par des moyens qui seraient celui de décret. Et là, on est dans une gestion qui devient administrative au sens où elle s'effectue par un biais qui va être en fait exclusivement celui de moyens de règlement administratif. Voilà, ça c'est une première réponse. Et elle paraît, j'ai envie de dire, technique et marginale. Elle est en fait extrêmement importante parce que si, pour tout un tas de débats publics, utiliser des règlements administratifs plutôt que passer par la loi, c'est faire le contour du débat public. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, sur des questions qui ne sont pas du tout techniques, les faire passer comme des questions techniques. Et là, on rentre dans la deuxième versant de ma réponse, c'est qu'une gestion administrative, c'est une gestion technique de questions politiques. Ce qui veut dire aussi les dépolitiser.
Moi j'ai une question. On va laisser. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. C'est le moment où vous faites la distinction entre une vision fantasmée, disons, de l'état d'exception, comme ouverture du droit, soulèvement du droit et répression déchaînée, etc. Enfin, voilà un truc un peu cauchemardesque. Et vous opposez à ça justement cette technique, cette administration qui serait du coup une forme comment dire, d'évacuation de la question politique. En fait, là où moi j'arrive pas à comprendre cette articulation, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt des histoires de niveau. C'est-à-dire que la gestion administrative ou la gestion technique de la question du politique, en contournant le débat public, en contournant, disons, l'usage démocratique classique, vient créer une sorte d'univocité du pouvoir ou d'unilatéralité dans la décision politique et empêche moins le débat que la possibilité de la contestation. Oui. Et que du coup, en fait, se rouvre ce premier plan que vous aviez évacué, c'est-à-dire qu'au final, n'est laissé à la contestation que l'affrontement, en fait. Du coup, sa gestion policière ou sa gestion répressive. Et du coup, en fait, on en revient... Vous êtes de l'autre côté. Pardon, mais si je puis dire, vous vous situez du côté de ceux qui vont contester, pas du côté de l'État qui fait violence. Je vous réponds. En fait, lorsque il ne reste que le moyen, il ne reste si le pouvoir et si l'exercice du pouvoir est de plus en plus gestionnaire et en plus sous une forme gestionnaire qui laisse aucune place à même très peu de visibilité sur le fait qu'il s'agit bien de questions politiques et pas de questions techniques, il ne reste que la contestation. Bien sûr, certainement, il ne reste que la contestation. Mais là, cette contestation ou cet exercice, par exemple, qui peut se penser, peu importe la forme de la contestation, mais c'est pas ça le déchaînement de la violence. Vous comprenez, enfin, on peut pas penser ça comme un... Non, en fait, c'est juste que ce qui rend possible, du coup, l'application du droit, ce sera le fait de rendre plus nu le rapport entre la possibilité répressive et la reprise en main du débat public. En fait, je crois que je comprends. Je vais aller au bout de... J'ai envie de dire, dans le fond, si, je vais le radicaliser, si le pouvoir s'exerçait réellement sous la forme d'un déchaînement de violence, que ce soit, on peut le penser dans plusieurs cas différents d'ailleurs, mais sous la forme d'un déchaînement illimité de la violence en situation d'exception, mais il y aurait beaucoup plus de protestations que ça. C'est précisément parce qu'il ne s'effectue pas sous une forme d'un déchaînement illimité de violence, mais sous un côté en fait assez bureaucratique, assez administratif, avec un discours bien sûr qui est celui qui peut être celui d'un danger extrêmement grave, de la question terroriste, etc., mais qui dans le fond ne s'effectue pas elle-même sous une forme... si, je vais le dire simplement, sur la question de l'exercice de la torture, très vite, les gens sont absolument, la population n'est absolument pas d'accord. Donc, c'est pas un déchaînement illimité de la violence un déchaînement illimité de la violence en situation d'exception ferait beaucoup plus de problèmes que cette gestion très administrative qui pose moins de problèmes, pour laquelle, dans le fond, j'ai envie de dire maintenant, quasiment, il y a très peu d'opposition, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas problématique. Quand vous vous mettez de l'autre côté, je suis bien d'accord, mais à mon avis, ce n'est pas sous cet angle-là qu'il faut l'analyser. Et aussi parce que ça produit un contre-effet, c'est-à-dire que je crois que tout un tas de textes ont dénoncé l'état d'exception, l'état d'urgence en disant c'est une suspension radicale du droit qui permet un déchaînement de la violence policière, etc. La majorité de la population dit non, c'est pas ce qui se passe. Donc en fait, ça annule la critique. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux être un peu précis sur ce qu'on vise.
Bonsoir. Sur ce que vous dites par rapport à par exemple, oui, le déchaînement illimité n'a pas lieu. Enfin, moi, j'ai des doutes, notamment par rapport à votre exemple par rapport à la torture, la population serait complètement opposée. Mais en fait, ce que vous décrivez avec du coup cet état, qui devient permanent. Et je pense dans la torture, il y a ce côté en fait où le corps, l'individu change de nature et devient en fait un objet. En fait, si ça passe par ce système ultra administratif, tout ça, en fait, c'est l'individu en tant que tel, il est formé par la société. Et du coup, en fait, là, c'est les individus qui changent aussi et qui a cette espèce de mutation semblable aussi à ce que subit le corps sous la torture. Là, c'est fait, voilà. Et en fait, le droit qui reste commun, en fait, par cet état d'exception, c'est tout le droit qui est muté parce que les individus changent et donc du coup, ils ne sont plus, c'est plus adapté. Il y a un décalage, ce que vous dites un peu dans la déchirure. Et en fait, cette torture-là, en fait, elle a lieu au sens où c'est nos individus, c'est nous en tant qu'individus qui mutons en fait. Et du coup, en fait, ça, c'est une violence illimitée. Et qui est subie, en fait, juste quand on va manifester, voilà, c'est pas quelque chose de fantasmé. Enfin. Non mais, alors, attendez. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Je peux me permettre. J'ai l'impression qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a la question des violences policières, si j'entends bien. La question des violences policières, par exemple, dans des manifestations. Qui est tout à fait réelle. Voilà, il ne s'agit pas de dire qu'elles n'ont pas lieu, mais il s'agit aussi de dire que la question des violences policières n'est pas exactement pareille qu'un déchaînement absolu de la violence, et que, à mon avis, elle se laisserait beaucoup mieux penser ce que fait Agamben dans l'idée que finalement il y a c'est plutôt le problème de l'indistinction qui est généré par le fait qu'on ne sait pas exactement jusqu'où la police peut aller, que dans l'idée que le droit est suspendu. Voilà, c'est ça à quoi enfin, en tout cas, moi, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec ça. Ensuite, il y a une deuxième... enfin, c'est plutôt ce que j'ai voulu défendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence policière. La deuxième chose dans votre remarque, me semble-t-il, j'espère l'avoir bien comprise, elle porte sur la question de la transformation des corps, et qui est donc, si j'entends bien aussi, la transformation au sens, si je comprends bien, aussi de l'intériorisation d'un certain type l'intériorisation d'un certain type de changements sociaux ou de changements dans les pratiques policières ou juridiques, etc., et qui font que le corps lui-même, finalement, est plus ou moins prêt, d'ailleurs, à vivre le monde dans lequel on vit. Est-ce que j'ai bien compris ou pas, sur le deuxième volet ? Oui, sauf que moi, en fait, pour moi, ça reste plus ou moins une même chose, en fait, puisque sinon, ça serait légitimiser, en fait, la violence de la police sans, en fait, aucun lien, en fait, qu'une légitimité, en fait. Par exemple, enfin, ça reste la même chose, parce que la police, normalement, dans comment elle est légitimisée, en fait, cette violence qui outrepasse ses droits n'a pas de légitimité. Et du coup, en fait, elle reste dépendante de la légitimité de la police en tant que maintien de l'ordre. Et du coup, cette transformation des corps, c'est l'ordre qui l'a fait subir, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'est la même chose. Ça passe par la répression aussi si on va plus loin dans l'État, si elle était plus violente, par exemple dans la répression comme on a pu le voir dans d'autres pays ou dans des temps de guerre, par les moyens de répression, par les moyens de torture, de discréditation ou d'internement d'opposants politiques. En fait, je crois qu'à utiliser le concept d'état d'exception comme quelque chose qui viendrait signifier toutes les explosions de violence des États, dans toute situation extrême, qu'elle soit violence, qu'elle soit manifestation, ou qu'elle soit Guantanamo, ou qu'elle soit... moi, j'ai tendance à penser que, dans le fond, on n'a pas besoin de ce concept. Voilà. Mais que si on utilise ce concept, c'est pour essayer de penser quelque chose qui est relativement, j'ai envie de dire, qui concerne notre époque, maintenant, et qui est quand même lié à un certain type de pratiques juridiques assez précises, en fait.
Voilà. Et j'ai envie de dire, si on veut dénoncer les excès, les violences de l'État, je ne vois pas pourquoi on a besoin du concept d'état d'exception. Voilà. Donc, du coup, ma réponse, je me déplace un petit peu. C'est-à-dire, je ne crois pas que c'est ça. Je crois que je vise quelque chose d'un petit peu différent, qui relève de transformation de nos régimes. Ouais, du coup, moi, je me demandais par rapport à ce que vous dites, est-ce que l'état d'exception, justement dans ce truc de temporalité, ça peut pas aussi être l'état de passage d'un état soit plus ou moins de droit à un état qui aurait une sorte de fascisme étatique, comme dans les années 70 dans l'Amérique du Sud, où peu à peu un état d'exception avec des polices parallèles qui se mettent en place, les trucs des opérations Condor, etc., en parallèle de la police, mais avec le soutien de la police et de l'État, permet peu à peu, sans que finalement la population s'en rende compte vraiment, et du coup fasse les soulèvements et les réactions suffisantes pour résister à cette mise en place d'un fascisme d'État. Est-ce que l'état d'exception n'est pas justement ce moment qui permet en fait le passage d'un état de droit à un état où clairement là le déchaînement de la police, s'il n'est pas total, est par contre quand même assez largement suffisant pour être considéré comme une violence complètement libérée, quoi. En fait, le parallèle avec les années 60, je comprends bien votre parallèle avec les années 70 en Amérique latine. Il se trouve quand même que le contexte était d'abord un contexte marqué. Il y a deux éléments qui me semblent centraux. C'est que, c'est un contexte de lutte enfin, le mot terroriste était omniprésent, hein, mais de lutte anticommuniste, qui est vraiment ce qui va. Enfin, ce par quoi toutes les dictatures en Amérique latine vont se légitimer. La lutte ce qu'on appelait la lutte anti-subversive, contre-révolutionnaire. Et deuxièmement, c'est le poids des États-Unis. C'est-à-dire que le plan Condor, il est complètement appuyé sur une stratégie américaine dans laquelle il y a une chasse gardée très, très, très claire qui doit se préserver. Pourquoi est-ce que j'ajoute ces deux points ? Parce que je crois aussi que, comment dirais-je, il y a quand même aussi, alors il y a une tension, hein, je me fais pas, comment dirais-je, je suis pas du tout en train de pronostiquer le futur ou quel que soit, enfin c'est pas du tout ça, mais je pense quand même que dans ce que j'esquisse, il y a l'idée que il y a quelque chose comme un possible basculement vers quelque chose de très autoritaire qui serait un discours de la restauration très personnalisée de l'État, etc. Mais que, de l'autre côté, il y a quand même tout un discours extrêmement techniciste, pour dire le mot, technocratique, hein, ou technique du pouvoir, et que l'ordre libéral, il va plutôt, pour l'instant, quand même, du côté d'une gestion techniciste et technocratique du pouvoir. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'intérêt, en tout cas, pour l'instant, des États dans le monde va plutôt dans cette direction-là. Ne serait-ce que parce que, j'ai envie de dire, là même si économiquement, elle est beaucoup plus confortable. Donc, voilà. Alors, c'est pour répondre, j'ai envie de dire, théoriquement à votre question. Maintenant, je dirais que c'est une question un peu... Enfin, je dirais, elle est tellement énorme. Oui, excusez-moi. Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Ça marche, non? Ça marche? Ça marche? Merci. En venant de Syrie, j'ai trouvé assez convaincant ce que vous avez dit par rapport au non-sens de lier le déchaînement de violence absolue de l'État avec le concept d'état d'urgence qu'on a eu en Syrie pendant 47 ans, et donc l'état d'urgence, et qui a été levé quelques semaines après le début de la Révolution. Moi, je vois ça comme une preuve que c'est pas un outil qui sert à sortir les avions de guerre pour bombarder les villes. C'est juste un espèce de
d'arguments officiels pour continuer à faire vivre une toute petite partie de la société dans une espèce d'illusion de droit, justement, qu'il y a une petite marge de manœuvre pour les avocats, pour les juristes, alors que c'est évident pour la population entière qu'il n'y a pas cette marge de manœuvre et que les mécanismes du pouvoir sont ailleurs que dans le droit. Et en revanche, pour le côté technicisation de la vie politique, c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé en arrivant en France et qui nous choque chaque jour et qui nous plonge dans une espèce de stupeur où on a l'impression qu'on est dans un pays où on est libre d'insulter son président, de dire tout le mal qu'on pense des politiques, mais qu'on doit se renseigner sur la loi avant de se gratter la tête, par exemple, ou avant d'acheter un robinet pour sa cuisine, il faut savoir si c'est conforme à... Enfin, je ne sais pas si je suis dans le sujet ou pas, ou si c'est autre chose. Et en même temps, toutes ces lois qui gèrent la vie privée des gens ici, elle est extrêmement bizarre pour nous, qui avons eu un régime qui se mêlait de notre vie jour et nuit, nos rêves et nos songes et nos pensées, mais sur un plan politique. Et par contre, ces lois techniques qu'on voit ici, enfin, ces espèces de... Rien n'est politique, mais tout est légiféré, tout est contrôlé par une loi quelque part. J'ai pas l'impression que ça soit récent, j'ai pas l'impression que ça date depuis la déclaration de l'état d'urgence en France. J'ai l'impression que c'est bien plus ancien. Je sais pas. En fait, il y a un auteur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Gros, qui a écrit un livre qui s'appelle Le principe sécurité, et dans lequel dans le fond, il esquisse l'idée d'une sorte de pouvoir gestionnaire à la fois très doux, c'est-à-dire un peu ce que vous décrivez. C'est pas un pouvoir qui vient dire... Enfin, c'est pas un pouvoir brutal au sens qui tape, et c'est un pouvoir qui gère et réglemente beaucoup et très finement et partout, et voilà, et qui, bon, je vais pas plus loin dans son livre, mais qu'il lie intrinsèquement avec la naissance de l'État libéral moderne. Donc on remonte quand même il y a quelques siècles déjà, et il fait un processus de très long terme comme ça, que je trouve assez convaincant à plein d'égards. C'est pas le seul d'ailleurs à faire ce type de travaux. Je dirais que de ce point de vue-là, moi je travaille pas sur évidemment ce mouvement global. Il m'intéresse depuis très peu de temps, ce que j'ai appelé la question du pouvoir administratif, parce que moi je travaille plutôt sur l'entre-deux-guerres, et c'est pas la même question que maintenant. Et maintenant je suis frappée par le fait que ce soit très administratif, voilà. Donc ça m'a frappée. Je ne l'isole pas, je pense pas du tout qu'il naisse avec l'état d'urgence, mais il est certain que l'état d'urgence, lui, l'état d'urgence, c'est une question administrative quand même, et ça c'est quand même frappant. Mais pour l'autre versant, c'est que la place occupée par l'état d'exception, par les pouvoirs exceptionnels, par l'idée de crise et d'urgence, elle est récente. C'est-à-dire que peut-être que cette montée, enfin oui, certainement, cette montée du pouvoir administratif, en fait, on pourrait la date, j'allais dire, au moins tout le XXe siècle, au moins. Et si on suit la généalogie de quelqu'un comme Frédéric Gros, donc qui est très proche, très, genre dans la filiation de Michel Foucault, il faudrait remonter au XVIIIe siècle. Dans ce pouvoir un peu gestionnaire, etc. Mais dans le fond, un pur pouvoir gestionnaire, il n'aurait pas besoin des pouvoirs de crise. Il n'aurait pas besoin de l'état d'exception. Donc à un moment, il faut quand même se dire pourquoi maintenant ça explose. Et je fais partie de ceux qui sont convaincus que ce n'est pas juste une réponse à la question terroriste. Voilà. Donc j'ai essayé de répondre à votre question. En revanche, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à tirer d'une comparaison. Ce serait très, très riche.
Oui, je voulais juste souligner ça. Si ça paraît possible de regarder... on entend ou pas? Oui, je suis là. Pardon, Ouais, excusez-moi. Je suis désolé, je suis derrière le truc. C'est seulement... Enfin, si on peut regarder comme administrativement ou comme... simplement gestionnaire, la tendance des États libéraux à construire l'appareil légal, c'est seulement quand on a un regard statistique sur la société. C'est faire fi complètement du fait que l'exercice de cette extrême violence, il existe bien, mais pas comme une généralité en fait. Il s'exerce sur des portions assez minuscules et choisies de cette société. Et à ce prix-là, il y a effectivement des lieux où cette extrême violence s'exerce bien et nous la constatons. C'est pas quelque chose qui fait exception comme effectivement une généralité statistique, mais qui repose sur une exception antérieure produite à l'intérieur de la société. Et cette exception, ce sont les corps choisis eux-mêmes à certains endroits de cette société. Donc certains, je n'ai pas besoin de vous les nommer, je crois qu'on voit très bien de quoi il s'agit. Et à partir de là, je crois que c'est bien un problème. Vous disiez que c'est pas un problème ontologique qui ferait corps avec ce qu'est la loi, et comme s'il y avait une distinction à faire réelle entre le politique et puis le juridique. Je vois moi nulle part que ça existe. Dans tous les exemples que vous avez choisis, moi à chaque fois je suis renvoyé à des priorités politiques, même dans la construction en fait des décisions juridiques. Vous avez choisi l'exemple de la torture, et pour décider par exemple qu'on ne peut rien faire contre elle, qu'il y en aura, qu'il vaut mieux lui donner un cadre plutôt que de la laisser faire, il faut déjà avoir décidé que son état naturel c'était d'apparaître. Mais ça c'est un choix politique et éthique. En fait, ne pas mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour la contraindre, pour l'empêcher, et considérer que c'est ça la chose la plus importante, et c'est la chose que fait la loi, eh bien, c'est avoir fléchi déjà d'un point de vue éthique et politique. C'est donc pas simplement un truc technique, c'est déjà une conception du monde qui lui est antérieure. Donc à chaque fois que vous parlez, j'entends ce que vous dites, mais c'est tellement différent de l'expérience quotidienne qu'on peut avoir à la fois de l'exercice de la loi et de son écriture. Lorsque nous rencontrons des corps qui sont contraints par la police, on ne se demande pas, moi je ne me demande pas, quand je vois un corps contraint par la violence, si c'est légal ou pas légal. Je me demande si c'est humain ou pas humain, si c'est bienveillant ou si c'est hostile. Et ce à quoi ça me renvoie, c'est pas le flou des cadres de la loi. Ce à quoi ça me renvoie, c'est son abstraction totale. C'est le fait qu'elle soit complètement dessoudée des corps sur lesquels elle exerce son empire. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois revient inlassablement l'éthique et le politique. C'est pas un problème administratif, c'est vraiment un problème de conception du monde. Il y a un énorme malentendu. Je dis pas que c'est pas politique. Si, à un moment, j'ai entendu ça. Attendez, il y a un malentendu. Il s'agit pas du tout. Non, mais il s'agit pas du tout. Mais pas du tout de dire que la question n'est pas politique. Il s'agit de dire que traiter un certain type d'affaires de manière administrative, c'est une manière de les traiter comme non politiques, et ça a un impact, ça a des effets politiques extrêmement forts. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire, et il ne s'agit pas de nier que ça puisse avoir donner lieu, permettre, autoriser, encadrer des formes de violence. Il s'agit de dire que entre le Moyen-Âge et maintenant, il y a toujours des formes de violence qui s'exercent, mais elles ne sont pas les mêmes, et qu'il faut analyser celles qui sont dans nos États. Voilà, je ne dis pas plus que ça. Je ne suis ni en train de nier qu'il y a des violences qui s'exercent de la part de l'État, ni que ça ne pose pas une question, évidemment, éthique très importante, et ni que ce n'est pas une question politique. Je suis en train de dire que le fait que nous avons que le fait qu'il y ait un pouvoir qui devienne de plus en plus techniciste et gestionnaire tend à... Alors, attention, quand je dis dépolitiser, c'est au sens où ça crée un effet comme si ce n'était qu'une question technique. Et ça permet aussi des formes d'obéissance. C'est-à-dire de dire, si c'est une question technique, alors tout va bien. Donc, c'est de dire, voilà, c'est une manière d'exercer du pouvoir. C'est aussi une manière d'exercer des formes de violence. Mais toute forme de violence n'est pas exactement la même dans n'importe quel État. Et, pardon, je vais peut-être choquer tout le monde, mais nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas dans un État totalitaire. Nous sommes dans un État dans lequel il y a des violences policières, dans lequel il y a des choses contre lesquelles il faut lutter, et dans lequel il y a des formes d'exercice du pouvoir qui sont inadmissibles. Mais nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas... voilà. Je pense quand même qu'à un moment, on ne peut pas... Voilà, et que je pense qu'il faille dénoncer pour des raisons éthiques et politiques l'exercice de la violence et de la torture, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je suis contre. Non mais, ce que j'essaie de vous dire,
c'est que ceci est vrai d'un point de vue statistique, mais ça n'est pas vrai au quotidien. Ça n'est pas comme si le cadre légal était réellement le même pour nous tous. C'est juste ce que je vous dis. Tout ceci a l'air très vrai quand vous le dites, nous ne sommes pas en dictature, mais pour qui exactement? Est-ce que nous vivons tous selon les mêmes règles devant la violence policière? Évidemment non. Et ça ne dépend pas simplement de notre domesticité ou de notre servilité, ça dépend parfois de notre naissance. Vous comprenez ce que je dis? C'est quelque chose qui est très différent. Et vous me parlez encore des effets politiques, mais moi je ne vous parle pas des effets politiques de la loi, je vous parle de ses causes et de son écriture. Quand j'ai évoqué l'exemple de la torture, j'ai bien dit que la porte qui était ouverte à l'éthique et au politique, c'était un choix éthique et politique pour construire cette vision de la torture, pas pour en être ou pas la victime. C'est quelque chose de très différent que je vous dis. Alors pour ce qui est de la différence d'application et disons, du pouvoir d'État pour aller vite, j'ai envie de dire évidemment oui. Voilà, évidemment oui que l'application de l'état d'urgence ne s'applique pas de la même manière sur n'importe quel citoyen. Il suffit, il y a eu tout un tas de travaux là-dessus, même très statistiques, qui ont été remontés par des associations, en particulier par j'avais discuté avec une équipe c'était tout bête, mais du GISTI, et le GISTI avait fait remonter ces chiffres en disant voilà, c'est très clair, les perquisitions visent systématiquement un certain type de population. Donc oui, là-dessus, certainement. Mais je ne vois pas en quoi ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Mais je suis d'accord avec ce point d'inégalité. Ça contredit au moins la dichotomie que vous tentez d'établir entre un État technocratique et le déferlement de violence lâché à l'abandon. En fait, les deux cohabitent très bien. Ils ne sont pas contradictoires. Il montre juste que cette société est profondément séparée et que cette séparation, elle est antérieure à toute écriture. Je vais vous dire, je pense que nous ne sommes pas dans un état de déchaînement de violence. Il y a des violences... Ça dépend qui nous sommes, madame. Non, mais attendez, il y a des violences inadmissibles et il y a une inégalité dans l'application de l'état d'urgence qui peut avoir des effets redoutables. Je ne crois pas, en tout cas moi, je ne crois pas que nous soyons dans un état de déchaînement de violence. Oui, je vais poser aussi une question. Voilà, je vais poser une question un peu plus générale. Finalement, je vais essayer de la formuler aussi clairement que possible. À partir de cette notion d'état d'urgence et de ce qu'on voit se produire depuis que ça s'est mis en place, on sent une agressivité importante du libéralisme, en particulier par rapport à la loi travail. Et aussi un déploiement de forces policières et militaires, ne serait-ce que la récente démonstration de Macron en petite voiture militaire, qui est quand même symboliquement très fort sur le plan de l'Empire français en tant qu'empire colonial, quoi. Et donc, ma question porte un peu sur... là, on parle franco-français, mais au-delà de de notre périmètre national, comment vous voyez, est-ce que vous voyez ce qu'il se trame sur un plan plus vaste par rapport aux conservations finalement des empires et des transnationales? Comment ça s'actionne à ce niveau-là? Parce que je pense que c'est par là que ça se passe, moi, à cause des intérêts que ça... Et voilà, je ne sais pas si ma question est bien formulée. Mais voilà, c'est là-dessus que je me pose un peu des questions. Ce que je ne comprends pas tout à fait, c'est ce que vous entendez par Empire français. L'Empire français, c'est l'intervention de la France-Afrique, par exemple, en Afrique, dans de nombreux pays. La conservation de la francophonie. Bon, alors c'est bien le français, mais c'est pas que... Enfin, il y a toujours des intérêts transnationaux français. Alors aujourd'hui, c'est certain que la transnationalité des grosses entreprises fait qu'on ne sait plus trop si elles sont nationales ou pas, quoi, hein. Voilà. D'où la question de... les forces économiques en jeu sont bancaires aujourd'hui, ils sont pas... Alors je vais me perdre un peu là, je le sens. Et bon, c'est pas grave, on va se lâcher. Et, mais du coup, par rapport à ces réalités économiques et politiques, elles sont politiques, hein. Il y a toute une classe d'âge de jeunes du monde entier qui sont posturés dans le désœuvrement.
Et ça, c'est pas que les Français, c'est le monde entier. Donc ça, c'est quand même bien une oppression. Voilà, ça sort du sujet. Hein. Je sors du sujet là. Bon, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Parce que ma question est trop floue, quoi. Je me sens pas compétente. Non, bah voilà, je m'en doute un peu. Mais c'est pas grave, j'aurais tenté le coup. Une dernière question et puis on va clôturer. Alors, j'essaie de parler dans le micro cette fois. Ouais. Non, c'est pour rebondir dessus et aussi pour rebondir sur l'intervention précédente. Parce que moi aussi, j'ai un petit problème avec l'opposition que vous faites entre administratif et déchaînement de violence. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit tellement contradictoire. J'ai plein de choses qui me viennent dans la tête. Je vais essayer d'être clair. Je serai peut-être pas plus clair que vous. Je vais peut-être me perdre aussi. Mais parce que finalement, en fait, ce règlement administratif des biens et des personnes, ce pouvoir doux, comme vous l'appelez, ça a toujours été un fantasme du capitalisme, mais qui n'est possible que sur un fond de violence qui est soit colonial, soit raciste, soit sur les sous-prolétaires ou sur les prolétaires. Et du coup, je me demande si, effectivement, il n'y a pas différents niveaux d'application de cet état d'exception, qui soit au niveau d'une espèce de surface de marché où on va juste gérer des biens et des personnes, mais sous la condition de possibilité d'une exploitation féroce et d'une violence déchaînée, que ce soit à un niveau colonial ou que ce soit dans les quartiers populaires. Et que du coup, il y a à la fois ce flou entre est-ce qu'on est dans le droit ou est-ce qu'on n'est pas dans le droit, mais il y a aussi un déchaînement guerrier de la violence. Il y a les brigades de la BAC dans les quartiers, il y a, voilà, qui sont clairement des cow-boys, quoi. Ouais, peut-être que ça suffit. Peut-être que est-ce que ma question est claire là? Si je comprends bien, qu'il y ait des formes enfin, en fait, j'ai envie de dire, le mot violence, on peut l'utiliser, dans le fond, un rapport de domination économique, on peut le qualifier de violent. Alors, pour être précis, là, je parle d'un cadre de violence extra-légale, comme ce que fait la BAC dans les quartiers populaires. Oui, mais c'est pour dire, je le dis sérieusement, un rapport de domination peut être économique peut être extrêmement violent. Donc, c'est juste pour dire que lorsqu'on on déplace la question au niveau des rapports mondiaux entre des États dans une situation économique, etc., on pourra faire intervenir la notion, enfin la question de la violence à tout un tas de niveaux. Mais je dirais, moi, je veux bien en parler si vous voulez autour d'un café, mais c'est pas mon sujet, quoi. Donc, en fait, c'est plus précis que ça. C'est plus précis que ça, ce que je veux dire. C'est que ce que j'appelle l'État, ou l'État français, c'est pas que un État national. Il a aussi des engagements militaires à l'étranger. Donc, son empire, enfin son pouvoir politique, il ne l'exerce pas uniquement dans le cadre national. Dans le cadre ? Dans le cadre national. Sur le territoire. Voilà. Oui, bien sûr. Donc du coup, là, je suis pas en train de parler effectivement de la violence en général, des rapports économiques, tout ça. Je dis juste, est-ce que, et si on se limite au cas de la France aujourd'hui, est-ce que on peut pas penser que ce déchaînement de violence, alors peut-être pas illimité, peut-être qu'il a certaines limites, mais en tout cas un déchaînement de violence extra-légale cohabite parfaitement avec cette gestion technocrative et administrative, et que c'est pas tellement quelque chose qui est contradictoire, oui, mais que cette violence extra-légale est la condition de possibilité de cette violence. Mais, alors, j'ai compris votre question. Du coup, je dirais juste que je ne suis pas spécialiste au niveau, par exemple, du droit international ou au niveau sur les questions de guerre. Vous aurez quelqu'un qui est bien plus spécialiste que moi ici. Mais encore une fois, j'aurais tendance à dire, il me semble, que même lorsqu'on parle par exemple, même lorsqu'on parle de guerre, il est quand même assez intéressant d'aller regarder concrètement quel est le cadre légal, parce qu'en fait, c'est toujours assez intéressant.
et quelles sont les pratiques effectives. Ça ne veut pas dire, encore une fois, et je vais le redire parce que la question m'a été beaucoup posée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence. Ça veut dire que toute forme de violence n'est pas la même. Et qu'il est intéressant, plutôt que de dénoncer en général la violence, d'aller voir comment, dans nos États, elle se pratique. Comment elle se légitime, comment elle s'encadre, comment elle se recouvre aussi, comment elle se rend invisible. Vous voyez, le fait que ce soit, par exemple, je reviens à la question des pratiques administratives, c'est une manière d'invisibiliser des formes de violence. Donc il ne s'agit pas simplement d'opposer, il s'agit de regarder comment ça s'exerce. Et je dirais qu'il faut faire exactement la même chose au niveau, au niveau international, si vous voulez. Donc on a du mal maintenant à parler de guerre, puisque les guerres ne sont plus déclarées. Donc, voilà. Mais donc, je ne fais pas une opposition aussi simple. Par contre, je maintiens qu'il n'y a pas un déchaînement de violence au sens où tout est permis n'importe comment, et je ne crois pas. Et heureusement. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Ben merci beaucoup. Merci.